Donc on va passer directement à la deuxième partie de l'émission qui est consacrée donc à vos votes et aux 11 de légende. Pour Donc 11 on va de vous expliquer un peu comment ça va se dérouler. On s'est dit qu'on allait faire un mix où on a regardé nos votes et on a regardé là où les votes n'étaient pas d'accord. Et on s'est dit plutôt que de défendre des joueurs qui n'étaient pas, qui n'étaient pas du tout favoris et qu'on savait qu'ils n'allaient pas gagner, on s'est dit chacun va défendre les favoris de chaque catégorie et les catégories où vraiment on sait qui va gagner d'avance, on ne s'est pas embêté à défendre. Et il se trouve que la première catégorie, c'est la catégorie des gardiens, avec comme nommé Bertrand Laquet, Jérôme Prior, Damien Perkis et Nicolas Pento. Et en comparant nos votes, on s'est rendu compte qu'il y avait deux tendances entre Nicolas Pento et Damien Perkis. Donc Julien, je te laisse l'honneur de commencer, de défendre pourquoi, selon toi, Nicolas Pento est le gardien de la décennie. Et dans le chat, n'hésitez pas à donner pour qui vous auriez voté. Ouais, donc du coup, pour moi, ce serait Pento le gardien de la décennie. Bon, c'est un peu à l'encontre d'une certaine tendance sur certains réseaux où on préfère Perkis, mais pour moi, on est obligé de mettre à l'honneur Nico parce que même s'il y a cette dernière saison Tata qui reste dans les mémoires, on peut pas faire 8 saisons en Ligue 1 avec le même gardien sans que celui-ci ait apporté sa pierre à l'édifice. Voilà, puis ses qualités, on a pu les apercevoir sur beaucoup de matchs. Moi, j'ai le souvenir du match à Louis II où il a été incroyable contre Monaco. Il a rétabli là-dessus pas le KO. Et puis, c'est un joueur qui a la culture club. Hein. Il n'a pas fait beaucoup de clubs. On a connaissance Bastia, Charleroi, où il performe encore à son âge. Donc, pour moi, c'est un gardien qui mérite plus de respect et de reconnaissance. Même si j'avoue qu'il me foutait la rage parfois, mais c'est un grand nom du club et il faut l'honorer. Donc le hasard veut que ce soit moi qui défende Damien Perkis. Et donc les gens rigolent parce qu'ils savent que je suis un peu un fan de Damien Perkis. Mais donc Damien Perkis c'était tout simplement le gardien qui faisait le plus d'arrêts en Ligue 2. Les gens auraient raison de me répondre que oui, mais ça c'est parce que la défense était nulle. Tout à fait d'accord, mais les arrêts il les faisait quand même. Et c'est le gardien qui nous laisse en Ligue 2 tout simplement. Là il faudrait vraiment être de mauvaise foi pour dire qu'on serait resté en Ligue 2 avec un gardien de moins bonne qualité que Damien Perkis. Alors oui, tout ce que vous voulez, Jérôme Prior est meilleur. Oui, c'est clair, il n'y a pas de débat. Mais Damien Perkis, on l'aimait aussi surtout pour un comportement irréprochable. C'est le joueur qui avait quand même accepté d'étaler son salaire pour qu'on puisse passer la DNCG. Et parce qu'on est un peu dans la compétition, je vais un peu tacler Nicolas Pento. Parce que Perkis, quand il est parti, il a laissé un message en disant sans rancune, continuez de supporter le club, c'est pas grave, allez VA. Et Pento, quand il est parti, il a réclamé 3 millions d'euros au prud'homme. Donc, je trouve que sur la sortie, il n'y a pas photo. Et pour moi, c'est Damien Perkis qui est le gardien de la décennie. Valentin, quelle est la tendance dans le chat? Dans le chat, c'est clairement Perkis qui se dégage. Ou Prior, il y a aussi quelques votes pour Prior, mais dans l'ensemble, c'est plutôt Damien Perkis qui se dégage. Si je peux me permettre, si je peux me permettre, Prior nous a maintenu en Ligue 2, Perkis nous a maintenu en Ligue 2, Pento nous a maintenu en Ligue 1. Oh. Il nous a fait descendre en Ligue 2 surtout. Perkis, c'est la classe Ouais, avec quelle équipe? Avec l'équipe qui allait avec. Ah bah l'équipe, l'effectif, moi je le trouve pas si mauvais sur la dernière saison en Ligue 1. C'est pas le sujet, mais... Il nous a maintenu en Ligue 2 aussi. Le problème de Pento, c'est que le poste de gardien, c'est celui où on voit le plus les erreurs et qu'il en a accumulé d'énormes pendant la saison de la descente. La sortie, les bras croisés contre Sochaux, la air sortie sur corner contre Montpellier, enfin, il nous a coûté un nombre de points incroyable. C'est pas pour rien si Ariel Jacobs, sa première décision forte en tant que coach de Valenciennes, c'est de le mettre sur le banc. Quelle indignité. Quelle honte. Donc Maxence, je te laisse annoncer le premier gagnant. Et donc le gardien de votre 11 de la décennie est Damien Perkis avec 43,9% des voix, tandis que Nicolas Pento le suit de très près avec 43,2% des votes. Quelque chose à dire? Non, mais c'est tout. Hein. Bah nice. Reste suivant. Je dirais que franchement, la logique a été respectée. Peut-être des gardiens au niveau équivalent, mais au point de vue de mentalité, il n'y avait pas. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, c'est la classe qui l'a emporté. Dommage pour Laquet qui fait un meilleur score que Jean-François Copé. Ouais, c'est vrai, pas loin, mais presque. Il était un bon gardien aussi, hein, faut pas oublier. Hein, très bon gardien. Après, il a fait qu'un an, donc ça ne l'a pas aidé. Franchement, c'est un bon gardien. Mais en vrai, c'est un très bon gardien, Bertrand Laquet. Il est arrivé en fin de carrière, un an,
Mais bon, franchement, avec Adama Koulibaly devant, on peut bien le remercier quand un même. gros concurrent en plus. Hein. Et Guillaume Wata aussi. Ouais, ça. Le fameux. Et donc on a le premier joueur de notre 11 et la catégorie suivante c'est celui du latéral droit. Et donc là on est dans les cas de figure où je vous ai dit on va pas créer un faux suspense. Et donc Maxence, si tu peux nous citer les 4 nommés. Donc les 4 nommés sont Kenny Lala, Rudy Mater, Loris Neri et Geoffrey Cuffo. Donc comme on vous l'a dit, il n'y a pas vraiment de suspense et donc on va plutôt laisser Florent nous faire un plaidoyer de pourquoi c'est Rudy Mater le latéral droit de la décennie. Alors, je pense que Rudy Mater, déjà, on a pleuré avec lui le soir de la montée en Ligue 1. On a tous pleuré aussi avec lui contre Bordeaux pendant que ouais. sur le banc se taper une barre. On a l'habitude. Rudy, c'est l'enfant de VA, c'est l'enfant précisément d'un quartier. Donc voilà, c'est l'enfant de VA, c'est l'enfant public. C'est un capitaine exemplaire avec des qualités parfois limitées, mais un état d'esprit irréprochable. Le VA qu'on aime, c'est le joueur le plus capé de l'histoire du club. Je ne sais plus là combien de matchs, mais 390 environ. C'est le joueur qui est resté quand même jusqu'au bout en 2014. Et le mec, il est resté, il avait des propositions, il pouvait s'en aller. Mais il est resté jusqu'au bout parce que Rudy, il aimait VA, il aime. Il y a d'ailleurs sa fille que j'ai croisée l'autre fois dans le COP qui disait parfois sur certains sautes de notre capitaine que j'aime, hein, Laurent Dos Santos, et qui disait mon père faisait mieux. Oui, ton père faisait mieux, ça c'est sûr. Mais voilà, c'est Rudy, c'est un joueur qui joue toujours au football d'ailleurs à la Sentinelle. C'est voilà, c'est le gars du coin, c'est le gars toujours prêt à prendre une photo, c'est toujours le gars qui est là pour les supporters, qui a jamais rien lâché. Et on sent qu'il aimait le club, il aime le club. Donc voilà, pas de faux suspense, merci, même si on a du respect pour Lala, pour Neri, pour Cuffo qui fait le taf actuellement, Neri qui est resté longtemps au club, et Lala, il a fait un passage chez des voisins inconnus du 62. Et du coup, ouais, vas-y. Vas-y, ouais. Non, vas-y. Non, mais je disais du coup 84%, sachant que vous étiez 465 à voter, c'est un score de dictateur africain, ça fait quasiment 400 votes sur 460 pour le bon vieux Rudy, donc c'est même plus un plébiscite là, c'est incroyable. Et aussi, je tenais à rappeler, il faut pas oublier de la manière dont il se fait dégager du club à la fin. C'est vrai. Il déclarait lui-même dans la presse quelques temps après, VA me met à la porte, alors que le gars a quand même passé toute sa carrière à VA. Mais bon, nous on a l'habitude de bien remercier. On a l'habitude de bien remercier nos joueurs quand même. Avec Maudit Traoré d'ailleurs à l'époque. Avec Maudit, ouais. Mobilette. Bon, donc voilà, le deuxième joueur de votre 11 de légende est Rudy Mater après Damien Perkis. Et maintenant, on va passer à la catégorie des défenseurs centraux. On vous a demandé donc, en toute logique, d'en élire 2. Donc Maxence, si tu peux nous rappeler les nommés. Donc les nommés sont l'ancien capitaine Younis Abdelhamid. On a l'ancien joueur qui a fait sa fin de formation au club, Nicolas Izimat-Mirin. On a le joueur qui ne tenait pas la culotte dans son couple, Gilles. Et nous avons le joueur qui venait du Racing Club de Lens, Milan Bisevac. Et là, pour le coup, il y avait débat. Chacun a voté pour un des 4 défenseurs. Et donc, Maxence, je te laisse commencer et nous expliquer pourquoi Izimat-Mirin mérite d'être dans le 11 de légende. Alors pour moi, j'ai décidé de défendre Izimat-Mirin tout simplement parce que faut pas oublier, comme je le rappelais, c'est un joueur qui a fini sa formation en VA, donc c'est un joueur entre guillemets du coin, même s'il arrive un peu plus tard. Il arrive dans une défense centrale à l'époque, en 2010, 2011 si je me trompe pas, où en défense c'était Bobo Baldé, Bisevac et Angoua. Donc il fallait un petit peu bouger le groupe, il fallait un petit peu changer cette défense centrale. Et c'est un joueur qui a été très important, qui a tenu quand même quelques années. Et qui nous a quand même très bien tenu la baraque. Pour moi, c'est un défenseur qui m'aura quand même bien marqué à VA. Même si au final, ouais, il est resté quoi, 4 ans je crois, c'est ça. Et je lui trouvais des qualités très intéressantes. Au final, on arrive à le vendre au PSV Eindhoven, si je me trompe pas, c'est ça. Ouais. Monaco, non? Monaco, pardon, ouais. Monaco, et après il est vendu au PSV. PSV. Avec un accord de Jean-Raymond Legrand et Monsieur Vassiliev. On va pas en parler s'il te plaît. Mais au final, c'est un joueur qui était très talentueux et j'étais content de l'avoir à VA. Et d'ailleurs, à noter qu'il fera son grand retour à Valenciennes la saison prochaine, que Toulouse sera le relégué en Ligue 2. Du coup, on pourra le revoir au Stade du Hainaut, c'est sympa. On t'aime, Easy. Et Valentin, toi, tu vas nous expliquer pourquoi Gilles mériterait d'être dans le 11 de légende 2010-2020.
Alors ouais, même s'il n'est pas évident à défendre, même s'il y avait des problèmes avec sa femme, hein, on le sait, du coup il venait de Cruzeiro, donc son acclimatation a été un petit peu difficile, mais une fois que son acclimatation était faite, on se souvient de la première partie de saison 2012-2013, où on finit 6ème je crois à la trêve, on avait une attaque de folie, mais aussi une excellente défense, et c'était Gilles qui était titulaire, et on s'en souvient, il avait marqué aussi à Marseille en 2012, on avait fait un partout et c'est lui qui avait égalisé. Donc rien que pour ça, je pense qu'il mérite un bon vote. Ouais, on va éviter d'évoquer quelqu'un avec sa femme. Marceau, toi, tu voulais nous parler de Milan Bisevac. Oui, alors bon, je l'ai peu connu parce que j'étais encore jeune quand même, mais justement, Ouais, c'est le défenseur qui m'a vraiment le plus marqué. Voilà, c'est la classe sur le terrain, il est imposant, un style atypique. Bon, il est arrivé d'un club du 62 dont je ne citerai pas le nom, et il s'est directement imposé en titulaire indiscutable. Donc il a fait 3 saisons pleines avec nous. Donc quelques stats pour faire plaisir à François, hein, qui vous a fait de très beaux graphiques que vous avez vus au début de l'émission. Donc en 2008-2009, on finit 12e avec 42 buts encaissés. Donc de la 10e à la 20e place, il y a seulement une équipe qui s'est pris moins de buts que nous. Et ensuite, en 2010-2011, donc toujours à notre place adorée, donc la 12e place, cette fois-ci 41 buts encaissés, seulement 6 unités de plus que la meilleure défense du championnat cette saison-là, donc qui était Rennes. Donc la saison suivante, on le perd, on se prend 10 buts de plus, comme par hasard, avec pourtant un Gilles qui était venu pour le remplacer. Bon, sa carrière ensuite, elle nous prouve que c'est sûrement l'un des meilleurs défenseurs centraux qu'on a connus, avec des saisons à Paris, Lyon et la Lazio Rome. Voilà. Donc j'étais obligé de le mettre dans mon 11. Pour l'instant, dans le chat, autant Milan Bisevac semble se détacher, autant pour le deuxième défenseur central, on ne sait pas trop. Et donc, Florent, toi, tu vas conclure en nous expliquant pourquoi Captain Younis Abdelhamid mériterait d'être dans le 11 de légende 2010-2020. Tu l'as dit, déjà, j'ai beaucoup de respect pour les 4, parce que personnellement, j'ai triché, j'ai voté pour les 4. Maintenant, tu l'as dit toi-même, c'est Captain Younis. Voilà, déjà, c'est le mec qui est sorti de la défense Guioata, Koulibaly, Abdelhamid. Déjà, il y a eu du courage, le mec. Il a joué avec un gars qui savait pas foutre un short et avec Guioata, dont on ignore qu'il est encore au football. Déjà. Après, Younis, c'est un bosseur, c'est un patron de la défense. Je pense qu'on se souvient tous, ou peut-être pas, quand il est venu prendre le mégaphone après le maintien face au Paris FC en 2016, où il a ambiancé toute la tribune sur du bon zouk marocain, ou pas. Et voilà. Mais c'est surtout aussi le symbole du footballeur qui a fait plus. C'est-à-dire qu'il a un parcours atypique, il a été pro vers 24-25 ans, et c'est quelqu'un qui a un bac plus 5. Donc voilà, le mec, c'est une tête. Et ça se ressentait parce qu'il a senti qu'il pouvait prendre la poudre d'escampette avec Eddie, il l'a fait. Bon, soit. Mais moi, clairement, mon choix, si je dois en choisir 2, ce serait quand même Milan parce que j'aurais bien aimé le défendre aussi. Et Younis parce que c'est le symbole du défenseur le plus fort qu'on a eu jusqu'à la défense de cette année avec Spano et Team qui prennent très bien la relève, voire mieux, j'en sais rien. N'empêche, pas trop de la meilleure défense avec Reims. Ouais. Et surtout, trouvaille de Bernard Casoni, comme quoi tout peut arriver dans ce ballon. Bernard Casoni a fait une bonne recrue, attention. Dédicace à Thibaut Le Sang, qui demande une dédicace à Marco qui fait l'aveugle. Ah, n'hésitez pas, si vous voulez souhaiter l'anniversaire. J'ai un petit fan club là avec Zeria, Thibaut et Martin. Donc dédicace. Ramenez tout son fan club pour sa première, c'est beau. Dédicace. Si vous voulez vendre une voiture, n'hésitez pas, on dit l'annonce. Hein. C'est la famille avec le caméscope là. Et donc, du coup, Maxence, quels sont les 2 défenseurs de ce 11 de légende? Donc, les 2 défenseurs de ce 11 de légende sont Milan Bisevac et Younis Abdelhamid. Ouais. 330 votes pour Milan Bisevac, bon, qui est indiscutable, il n'y a pas trop photo. Par contre, Younis Abdelhamid et Gilles, c'était très serré, 192 votes à 179. Easymat qui est devancé quand même par les 2 autres. Mais du coup, ouais, cette défense est assez solide. D'ailleurs, on dirait qu'ils se donnent la main sur le graphique. Ils se connaissent depuis absolument toujours. C'est beau. C'est beau. Dans le chat. Et petite dédicace à Toto Duchnor qui cherche une meuf pour passer les fêtes. Voilà. Il y a Elysium aussi qui vend une Clio Campus à 43 500 €. Ça me paraît un peu cher, mais bon, la folie des grandeurs à Valenciennes.
Et du coup, catégorie suivante, je propose celle du latéral gauche. Ouais. Et donc, si tu pouvais nous dire les 4 nommés, s'il te plaît, Maxence. Les 4 nommés, bon, on a Moussa Niakate, on a Gaëtan Ouais. Bong, Siaka Tiene et Anthony Golzer qui a joué 2 matchs avec Valenciennes. Donc, j'anticipe la révolution dans les commentaires, mais il est où Saliou 6? En fait, 6, on a décidé de le mettre ailier gauche parce que c'était le poste où il était le plus à l'aise et le plus performant. Donc, c'est pour ça qu'il n'est pas dans les nommés latéral gauche. Et il est où Baswaku? Ça, par contre, on l'a oublié. Mais coup pas total, on l'a totalement oublié. C'est moi Mais, qui ai complètement oublié Masuaku. Voilà. Ouais, si tu passes là, Arthur, on Et, pense à toi, et en juste, fait. Kenoum, il est où en fait? Il À l'infirmerie. À l'infirmerie, enfin. Il est en réserve, voilà. Ok. Et donc, voilà pourquoi Saliou 6 n'est pas là. Et donc, du coup, on a Maxence pour nous expliquer pourquoi Gaëtan Bong mériterait d'être le latéral gauche. Et ensuite, Larry qui nous expliquera pourquoi Niakate mériterait d'être le latéral gauche. Et Larry, je te laisse commencer. D'accord, merci. Alors, on parle souvent du Gattuso, d'Angelo Fugini, d'Isaac Mbenza, voire de Pierre Schidja, mais pour lui, c'est d'autres raisons. Mais on n'a pas souvent parlé de Moussa Niakate. Pourtant, ces joueurs sont tous passés professionnels en même temps. Donc, si on devait qualifier l'actuel défenseur de Mayence, je dirais que c'est un diesel. Il est arrivé chez les pros sur la pointe des pieds. Il a une montée en puissance. Il monte en puissance tout tenseur, mais sûrement. Sa première saison pleine en pro en est la parfaite illustration. Prometteuse, mais encore perfectible. Sa deuxième et dernière était nettement meilleure, au point de devenir le choix numéro 1 à ce poste, du fait du remplacement de Saliou 6 dans un rôle plus offensif. En plus d'avoir un bon latéral gauche, il est aujourd'hui une version de la défense de Mayence. Il est d'ailleurs passé vice-capitaine de Mayence. Donc c'est un joueur polyvalent et à mon goût, il est sous-coté. Donc pour moi, il méritait d'être parmi les nommés. Niakate qui est quand même une des plus belles mauvaises ventes de l'histoire de Valenciennes. Je pense qu'il était parti, il me semble, pour 800 000 euros. Vendu pour rien, 800 000 euros. Ouais, c'est ça, à Metz. Quel gâchis. Quel gâchis. Oh, il a très bien continué. Hein, C'est finalement. l'illustration. Oh, C'est l'illustration parfaite de. Ouais, j'en dirais pas. Benoît Caron, j'ai expliqué pourquoi 6 n'était pas là. C'est parce qu'on l'a mis dans les ailiers gauche, parce que c'était le poste où il était le plus à l'aise. Maxence, ta défense de Bong. Alors pourquoi Gaëtan Bong? Gaëtan Bong, bah déjà parce que c'est un joueur qui a quand même une petite longévité, il a duré 4 ans à Valenciennes, il a fait quand même plus de 120 matchs sur son couloir gauche. Et puis Gaëtan Bong c'était quelque chose quand même dans ses matchs, c'était un excellent joueur, il apportait beaucoup que ce soit par sa vitesse et son explosivité. C'était un joueur un peu plus offensif que Niakate déjà pour moi aussi. Pour moi Niakate c'est surtout un central qui s'est reconverti latéral gauche au fil du temps. Alors que Bong c'était quand même directement un joueur de métier. Quelqu'un qui savait très bien défendre mais aussi qui savait très bien attaquer. Et je pense qu'il a été décisif pendant toutes nos années en Ligue 1. Ça a été un des joueurs les plus importants, un des symboles presque de notre équipe de Ligue 1. Et donc, dis-nous qui a gagné entre ton protégé et Niakate. Et bah le nominé pour être le latéral gauche de cette équipe de Destiny. Oui, le gagnant. Enfin, oh. C'est Gaëtan Bong évidemment, 41,5%. C'est Siaka Tiene qui suit, ça peut être assez surprenant, 28,8%. Et c'est Moussa Niakate à 22,2%. Et Anthony Golzer qui est totalement dépassé. Mais bon, comme je disais, il a joué 2-3 matchs, dont une masterclass contre Lens. Mais les scores sont assez logiques. Même si Tiene et Niakate, ça pouvait quand même s'inverser. Donc on va passer au milieu maintenant, notamment les milieux défensifs. Les nommés étaient Ducourciou, Masson, Sanchez et Saez. Donc Valentin, je te laisse commencer. Pourquoi, à ton avis, José Saez mérite d'être dans ce 11 de légende? Est-ce que j'ai vraiment besoin de le dire? Ça coule de source, non? Enfin, je sais pas, Saez c'est quand même l'icône du club qui avait vraiment l'amour du maillot, qui est resté 10 ans au club, qui nous a sauvé une paire de fois. On s'en souvient de son but lors de VA Sochaux, les premières grèves de Gilets jaunes à l'époque. On s'en souvient aussi de son but le premier VAOM au stade du Hainaut à la 93e. C'est lui qui nous sauve aussi. Enfin, c'était pas le meilleur milieu du monde, mais il avait vraiment l'amour du maillot. Il était prêt à mourir sur le terrain pour ce club. Et c'est pour ça que j'ai décidé de le mettre dans mon équipe.
Moi, toute proportion gardée, il me fait penser à D'Almeida. En vrai, toute proportion gardée, hein. Au Oui. niveau des fautes stupides et des cartons jaunes. Au niveau des efforts et tout. Et donc, c'est à Julien de vous expliquer pourquoi Carlos Sanchez mérite d'être dans le 11 de légende 2010-2020. Il a disparu. Bah nice. Et donc, bah nice. Du coup, on va passer à Masson et Larry qui va nous expliquer pourquoi Julien Masson mériterait d'être dans le 11 de légende 2010-2020. Je reviens tout de suite, je suis là. Ok. Non, bah allez-y, continuez sans moi. Vas-y, Larry. Donc, Julien Masson, c'est un peu comme Sanya Kate. Il a eu des débuts discrets mais prometteurs. Et pour finir, il a fini comme un élément capital dans le 11, dans les compositions d'équipe, le dernier coach qu'on a connu ces dernières saisons. La saison dernière, on est parfait exemple. Un bon début de saison, mais le joueur était encore perfectible, notamment dans la finition. Sa deuxième partie de saison sera prolifique pour lui puisqu'il sera récompensé par 3 buts. Donc Joli Minas à Brest, son deuxième but en 2 matchs. Sa deuxième partie de saison en boulet de canon lui vaudra un passage avorté, un passage à l'échelon supérieur. Le malheur des uns fait le bonheur de l'élégant et de nous supporters du AFC. On parlait tout à l'heure du creux du passage à vide creux que Masson a eu. Je dirais plutôt qu'il était à l'image de l'équipe qui, pareil, était aussi dans le creux de la vague. Donc celui que j'ai affectueusement le génialissime Jules Masson, c'est la fierté du club et de toute une ville. Après super, il ne faut pas déconner non plus. Et c'est ma vie, c'est mon joueur préféré. Donc pour moi, il hérite parmi les deux. Et il y a dans le chat Xmixter Valambro qui suggère Renaud Coat. C'est vrai qu'on n'y a pas pensé, mais c'est vrai qu'il aurait pu avoir sa place. En fait, le problème, c'est qu'on a sorti avant 2010, non? Non, il était jusqu'en 2012, je viens de regarder. Jusqu'en 2012, après il a signé à Saint-Etienne, donc oui. Mais surtout, c'est parce que nous on s'est dit que c'était des milieux défensifs et Coad joue un petit peu plus haut. C'est pour ça qu'on n'y a pas forcément pensé. Plutôt en relayeur, quoi. C'est ça. Ouais, c'est vrai. Du coup, Julien, est-ce que tu es de retour pour nous expliquer pourquoi c'était toi, Sanchez méritait d'être dans le 11 de légende? En fait, pour vous expliquer, je ne parlais pas parce qu'il n'y avait pas besoin de me justifier. C'est le meilleur. C'était le meilleur joueur que j'ai vu passer au VFC depuis que je supporte cette équipe, depuis que je suis le foot, tout simplement. Est-ce qu'il faut vraiment se poser la question? Déjà, moi, je me pose la question, c'est comment on a pu le garder aussi longtemps, parce que c'est un joueur incroyable. Donc, son départ aussi coïncide avec notre relégation. Et puis, on parlait tout à l'heure des bonnes trouvailles de l'époque Casoni, mais là, à l'époque, on trouvait encore mieux parce que ce Sanchez, on l'a recruté de River Plate. Alors, c'est pas le River Plate, le club argentin, c'est River Plate de Montevideo en Uruguay. Donc voilà, je sais pas où on l'a trouvé, mais en tout cas, on peut être fier d'avoir eu un joueur comme ça au club. Et je rappelle qu'il a eu, c'est en cours, 88 sélections en Colombie. Il joue encore avec la Colombie? C'est énorme. Ouais, je crois. Ouais, je crois. Il a participé à la dernière Coupe du Monde. Ah ouais. Il a mis un contre son camp, je crois, au considère. Ouais, un truc, il y a un truc comme ça, ouais. Il est encore en vie, il est encore vivant. Il joue à Aston Villa, non, maintenant? À West Ham. West Ham, voilà. Du coup, Maxence, qui a gagné? Et moi, et du Courtou, là. On oublie le Duc. Ouais, on oublie facilement du Courtou. Monsieur le Duc. Bah, on sait pas trop ce que c'est. Dans les tribunes, c'était le Duc. Hein, je parle pas de Booba, je parle du vrai, de Ducourtiou. Donc déjà, je triche un peu parce qu'on avait dit de la décennie, mais bon, il a quand même sauvé la vie de David Sommeil, même si, bon, il y a des médecins, blabla, mais c'est quand même lui qui a fait les premiers soins, il a quand même sauvé un défenseur de vélo. Alors, du coup, c'est ultra polyvalent qui aurait bien servi à Eddy Ziyech parce qu'il pouvait jouer tous les postes, même jardinier. Donc, Eddy l'aurait bien aimé. C'est un joueur combatif, polyvalent, ultra polyvalent. Il est resté quand même 7 saisons au club. Il est arrivé en même temps que Pujol de Sedan, un club de sangliers qui a disparu dans les bas-fonds du football. Bien fait pour eux. Je pense à son but face à l'OM. Il marque et je sais même pas s'il en est conscient. Il embrasse son alliance. Il regarde sa femme sans doute. Quand on gagne 3-2 en 2009, donc là j'ai triché un peu aussi, son but qui nous donne la victoire à Louis II, à Monaco, composé de Rames, etc.
Ouais. Bon, on reste toujours les tomates, relégable, mais on passe des fêtes avec une victoire, donc c'est toujours bien. Donc voilà, je pense que du Courtiou, pour toutes ses qualités, pour le fait qu'ils sont encore aux côtés de Thierry Lauré, mérite, parce que c'est quand même pas facile de le comprendre, Thierry Lauré parfois, il mérite d'être milieu défensif de ce 11 de légende. Et dédicace à mon petit Loïc et à François aussi dans le chat, qui sont présents pour nous regarder. Voilà. David Ducourtou d'ailleurs qui a un épisode de joueur de légende qui lui est consacré sur la chaîne YouTube de la Magisphère. Donc petit moment promo, si vous ne savez pas quoi faire après ce live, moi je vous conseille d'aller voir ça. Et donc ce coup-ci, Maxence, tu peux nous dire qui a gagné dans cette catégorie? Et donc la paire de milieux défensifs qui a gagné est tout simplement Carlos Sanchez et José Saez. 261 votes pour Carlos Sanchez, 253 pour José Saez. José Saez ne finit pas premier. C'est assez à noter. C'est quand même assez surprenant. Julien Masson est juste derrière. Bon, juste derrière, il y a quand même 100 voix d'écart presque. Ouais, non, il y a une fessée là. Ouais, voilà. Je pense qu'on est dernier, c'est scandaleux. Et donc du Courtiou, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que pour Carlos Sanchez, c'est totalement mérité. C'est mérité, mais je m'attendais quand même à plus de votes. J'étais fan de ce joueur. J'attendais plus de votes pour José Saez quand même que pour Carlos Sanchez. Ouais, après peut-être que pas respecté, c'est honteux. L'épisode après avec Edis Dietch a pu. Ouais, ça a peut-être joué, je sais pas. On n'en parle pas. L'homme ne peut pas citer le nom. On regarde les joueurs. Et Maxence, est-ce que tu peux nous donner les nommés pour les milieux offensifs? Les milieux offensifs, pardon. Les nommés pour le milieu offensif, donc on a Fouet Kadir, Sébastien Roudet, Maor Melikson et Angelo Fulgini. Et donc du coup là c'est un peu comme la même chose pour le latéral droit, on va pas se mentir, il y a un gros favori qui se dégage, donc au lieu de faire un faux suspense, pour moi je vais vous expliquer pourquoi à mon avis Sébastien Roudet doit être dans ce 11 de légende. Déjà Roudet c'est le seul joueur transgénérationnel je pense de Valenciennes, parce que pour les vieux de la vieille c'est la remontée en Ligue 1, les belles années à Manchester, et pour les plus jeunes, ça nous parle plus à nous, c'est le maintien en Ligue 2 ces dernières années. Et Roudet, c'est le capitaine, quoi. C'est un état d'esprit irréprochable. Tous les coachs qui ont travaillé avec lui l'ont dit, notamment Farouk Lazibezic. Moi, j'aimerais bien avoir un groupe de 18 Sébastien Roudet, parce que c'est un joueur polyvalent et c'est quelqu'un qui, au niveau de la mentalité, est irréprochable. Et moi, ce que je retiens surtout de Roudet, c'est que c'est le capitaine qui a osé dire les choses. C'est le capitaine qui, l'année dernière, a dit « Edis Diège, j'en ai marre. La vente, ça me saoule. Le climat à Valenciennes est délétère. Et je vais arrêter ma carrière parce que j'en peux plus de jouer à Valenciennes. » Et rien que pour ça, il fallait l'oser. Bon, après, il est en fin de carrière, il n'a pas grand-chose à perdre, mais c'est quand même le premier joueur de Valenciennes qui a osé parler de ce qui se passait en interne et qui a, on va dire, jeté un pavé dans la mare. Et rien que pour ça, on peut lui être reconnaissant. Parce que si Edis Dieck a autant vacillé l'année dernière, c'est aussi et surtout grâce à Roudet qui a porté sur le terrain notre combat dans les tribunes. Et Marceau, il me semble que tu avais quelque chose à rajouter pour Roudet, justement. Ouais, je pense que quand on sera remonté en Ligue 1, un jour j'espère, je pense que s'il y a bien un truc qu'on se souviendra de toutes nos années galères pour l'instant, c'est son but et sa célébration légendaire contre Lens. Là, c'est magique. Je t'aime, Sébastien. Oui. Ah, ça, c'était incroyable parce que les Lensois, avec leur grand esprit de supériorité habituelle, se disaient « Oh, Roudet, il a toujours adoré Lens, il nous adore. » Et là, il se balade torse nu en célébrant son but. Mais c'est surtout, ils ont très peu son âge. C'est ça, ils ont très peu de points, c'est pas un joueur de 40 ans qui va les sauver, quoi. Voilà, c'est incroyable d'être au haut niveau encore à cet âge-là, c'était incroyable. Donc Maxence, quel score pour Roudet environ? Sébastien Roudet c'est 74,4%, tandis que Fouet Kadir est à 12,5% et c'est le deuxième de la liste, donc on a quand même un sacré écart. 74,4%, il n'y a pas tellement débat. Hein. Non, c'est logique, ouais. Même le classement, l'ordre est logique. Enfin, Kadir a apporté des choses aussi, et Fulgini, c'est l'époque Ligue 2, donc forcément, ça marque moins de monde. Et donc, on va passer maintenant à l'ailier droit. Non, ailier gauche. Ailier gauche, pardon. c'est inversé sur ma feuille, là, je plaide mon coupable. Et donc, quels sont les nommés, s'il te plaît, Maxence? Les nommés sont donc Opa Nguet, Saliou6, Gaëtan Robaille et Gaël Danic. Donc Larry, toi tu vas nous expliquer pourquoi Gaël Danic mérite d'être dans ce 11 de légende. Très bien. Danic est arrivé en 2008 pour remplacer Sébastien Roudet, car comme tu l'as dit, Roudet était déjà là à l'époque de Manchester. Il est parti dans le département. Donc à la saison de Danic, son prédécesseur, n'a pas été une mince affaire.
d'autant plus qu'à l'époque, le club était en difficulté en championnat. Danick était capable de distiller des centres de qualité sur la tête de Johan Odell contre Paris, match du maintien en 2009, mais aussi d'être transparent à certains moments. Certains se souviendront de ces centres qui finissaient dans la tribune Pouille d'un GSR, d'autres n'oublieront pas son coup franc un après-midi de septembre contre Marseille. On ne le dira jamais assez, mais comme Carlos Sanchez, la dernière saison et son départ pour Lyon seront le début des ennuis pour VA. Et bah, du coup, Symbolise les belles heures de VA et le début du déclin. bah, du coup, Larry, merci pour cette passe décisive, parce que moi, justement, mon argument pour dire que Danick ne mérite pas forcément d'être dans ce 11 de légende, c'est que son départ nous met dans une sauce incroyable en 2013, parce qu'on avait basé tout notre projet sportif sur lui. Je peux vous rappeler que c'était lui qui était sur les affiches, sur les campagnes d'abonnement, de réabonnement cette année-là. Et il part un peu en queue de poisson à Lyon. Et moi aussi, et surtout, j'ai envie de défendre Gaëtan Robaille, parce que Gaëtan Robaille, qu'est-ce qu'il était fort. Enfin, qu'est-ce qu'il est fort, pardon. 17 buts en une saison et demie chez nous. Il nous a fait une Jamie Vardy, c'est-à-dire mettre au moins un but à chaque match pendant une longue période. 6, si je n'ai pas été vérifié, mais à mon avis, c'est 6 buts en 6 matchs. Et pour moi, c'était le meilleur élément de notre attaque de feu de l'année dernière, avec Mauricio qui l'aidait bien, mais vraiment, c'était pour moi le meilleur. C'est pour moi actuellement le meilleur numéro 9 de Ligue 2, derrière évidemment le cannibale de Douche-Limine, dit le foot du village. Et certains vont lui reprocher d'être parti à Lens. Moi, personnellement, qu'il aille à Lens, il va où il veut, je m'en fous. En plus, c'était son club formateur. Et contrairement au tireur de penalty, Mauricio, il ne s'est pas viandé dans les médias il ne s'est pas ridiculisé dans les médias pour faire son transfert. Donc, aucun souci avec ça. Et pour moi, Robaille avec Perkis, c'est les deux joueurs qui ont fait que Valenciennes est toujours en Ligue 2 actuellement. En plus, il a fait l'honneur de ne pas jouer le derby. Alors... Je pense que le départ de Danick, il est assez compréhensible. Parce que voilà, il nous a rendu plein de services et il y a un club historique de Ligue 1 qui veut de lui, donc bon, ça peut se comprendre quand même. Et puis en remplaçant, on avait le Danick roumain. Donc, au final... Ouais, voilà. Ouais, c'est Kitsu Pachitou. Du coup, Maxence, si tu peux nous donner le gagnant. Bon, le gagnant, je pense que ça sera sans surprise. Ça sera Gaël Danick à 78,9%. Encore un plus gros écart qu'avec Sébastien Roudet. Gaël Danick a beaucoup plus marqué les esprits que Gaëtan Robaille. Le coup franc face à Marseille, tout simplement. Ça fait moi, je suis scandalisé en fait. Gaëtan Robaille 10,5%. Donc c'est vraiment pas beaucoup. Hein. Gaël Danick l'a absolument détruit. Mais les Bretons sont donc devenus des dictateurs africains, on a compris. Après, même si c'est un beau score, faut pas oublier que Gaël Danick représente les années Ligue 1 du VFC. Alors que Robaille, c'est les années un petit peu plus sombres où on était 3000 dans le stade en hiver. Ouais. Donc voilà, c'est assez mérité après. Hein. Donc là, mon cher Maxence, si je me trompe pas, on passe à l'ailier droit, c'est ça? C'est ça. Donc, ailier droit, si tu veux me donner les nommés, s'il te plaît. Alors, comme nommé, nous avons Johan Odell, nous avons Mathieu Dosevi et Sam Maserati, nous avons Faïd Ben Kalfala et Isaac Mbenza. Donc, honneur à toi, Maxence, qui va nous dire pourquoi. Et alors là, franchement, bon courage. Pourquoi Mathieu Dosevi mériterait d'être dans le 11 de légende? Déjà, je tiens à dire que tout le monde me déteste d'avoir choisi Mathieu Dosevi à défendre. Il faut le préciser. Alors, ici, concernant le poste d'ailier droit, au niveau talent pur, au niveau football, excuse-moi, j'adore tous les joueurs sur cette photo, mais pour moi, Mathieu Dosevi au VFC, c'est clairement le meilleur. Pardon. Isaac Mbenza était pas encore assez La mûr. Maserati en feu. Isaac Mbenza était pas encore assez mûr, il était encore trop jeune en étant au VFC. Faïd Ben Kalfala, c'est un bon joueur, mais bon, clairement pas au niveau de Mathieu Dosevi. Et Johan Odell, très bon, mais très très souvent blessé. Mathieu Dosevi nous a rendu de nombreux services. C'était un très bon joueur, même si humainement c'était pas trop ça. On se souvient de ses rires sur le banc lors de la descente. Mais il faut pas oublier que c'est un joueur extrêmement explosif. Ah bah on s'en souvient même plus que bien. Son explosivité sur le côté droit était quand même pas mal du tout, il faut pas oublier. Et il apportait quand même énormément. Et au final, il a toujours été apprécié partout où il était. Que ça soit à Metz, que ça soit à l'Olympiakos. Parce qu'il faut pas oublier que Mathieu Dosevi, même s'il part quand on descend en Ligue 2, c'est pour aller jouer la Ligue des Champions avec l'Olympiakos. Et donc ça prouve quand même les qualités du joueur. Bah ouais, mais du coup, le Valentin, lui, va nous dire pourquoi il pense que c'est Johan Odell et pas Mathieu Dosevi qui mériterait cette place. Alors, moi je dirais Odell, le photographe. Comme ah oui, la célébration incroyable.
Bah ouais, célébration incroyable parce que il a souvent été blessé. Il a fait en moyenne moins de 30 matchs par saison, mais il était quand même incroyable sur le côté droit. Il était capable d'enfumer toutes les défenses. On se souvient d'un V à Lyon, je crois que c'était en 2009, où il enfume Chris et Boumsou Ouais. sur tout le match. Exact. Il a mis 23 buts en 3 saisons. Des chiffres relativement convenables quand même. Et on se souvient de son premier match contre Toulouse, il met un triplé. On gagne 3-1 ou 3-0. Enfin voilà, je trouvais que c'était un joueur vraiment exceptionnel avec une qualité de vitesse folle et une qualité de vitesse et de percussion assez folle sur le côté droit. Donc c'est pour ça que j'ai voté pour lui. Et ben moi de mon côté, je vais vous expliquer pourquoi Faïd Ben Khalfala mériterait cette place. Donc comme ça a déjà été souligné pour un précédent joueur, ça aurait été un excellent profil pour l'équipe actuelle parce qu'il était très complémentaire et très versatile. Il pouvait jouer à beaucoup de postes. Et il a joué une saison à Valenciennes, mais c'était 7 buts et presque autant de passes décisives. Et à mon avis, c'est le grand artisan de la seule saison réussie, enfin la saison où on finit 10e avec Philippe Montagnier, une des seules saisons où on a vraiment vibré avec autre chose que le maintien en Ligue 1. Et oui, vraiment, pour moi, c'est la très grande saison, c'est grâce à lui. Et aussi et surtout, il a réussi sa sortie, parce qu'il faut pas oublier que c'était un one season wonder, comme on dit en anglais, donc un joueur qui n'a percé qu'une saison. On a quand même réussi à le refiler pour 5 millions d'euros à Bordeaux, ce qui est quand même exceptionnel, puisqu'après, il me semble qu'il a totalement foiré sa fin de carrière, enfin, la suite de sa carrière à Bordeaux. Bon, Bordeaux, franchement, on les remercie. 5 millions d'euros pour Ben Khalfala et 0 euros pour Jérôme Prior. C'est vraiment un club ami à ce niveau-là. Et enfin, parce que moi, j'aime bien chercher l'embrouille, je vais vous dire pourquoi Johan Odell ne mérite pas. C'est parce de 2010 à 2020, il a joué que 6 mois. Il est parti à l'été 2010, du coup. Et pour moi, on ne peut pas mettre un joueur dans la décennie s'il n'a joué que 6 mois. Et pour moi, Mathieu Dossé-Ville, est-ce qu'il y a besoin d'expliquer pourquoi Mathieu Dossé-Ville ne le mérite pas? Je pense que la récente polémique du fait qu'il regardait le Classico pendant un match de Toulouse sur le banc, ça résume le joueur. Je ne vais pas m'attarder dessus, mais pour moi, Dossé-Ville, niveau mentalité, c'est éliminatoire. Donc voilà pourquoi, pour moi, Faïd Ben Khalfala mérite d'être dans le 11 de légende. Maxence, si tu peux nous annoncer le gagnant. Et ben le gagnant de ce poste d'ailier droit est Johan Odell à 46%, 47 presque même, 46,9. Mathieu Dossé-Ville finit deuxième avec 26,7, Faïd Ben Khalfala à 14,6 et Isaac Mbenza un petit peu devancé à 11,8. Un argument, c'est assez logique quand même, Johan Odell, bon même s'il n'est pas resté très longtemps, il a quand même marqué les esprits et je pense que son triplé face à Toulouse lors de son premier match vraiment a marqué vraiment tous les esprits des supporters. Après c'est sûr que Mathieu Dossé-Ville et Faïd Ben Khalfala auraient pu aussi finir à la première place. Ouais, on va passer à l'attaquant de pointe du coup. C'est ça, l'attaquant de pointe. Vas-y, dis-nous tout. Donc les 4 attaquants de pointe sont Anthony Le Tallec, Grégory Pujol, Magic Waris et Nuno da Costa. Et donc Larry, toi tu vas nous expliquer pourquoi ce serait Magic Waris, l'attaquant de la décennie 2010-2020. Alors, Magic Waris, c'était le Ghanéen fou. C'était celui qui ne tremblait pas du cul devant vous. C'est vrai. Le nouveau d'Archou. C'est celui qui n'avait besoin de personne pour te faire gagner le match. Il suffit d'aller sur YouTube pour regarder ses buts, de son but victorieux contre Nice, à ses doublés lors des matchs couperés entre Sochaux et Ajaccio. Doublés qui, certes, ne serviront à rien au final, si ce n'est de nous avoir de l'espoir. On a tous ceux qui pouvaient nous maintenir seuls. Donc, encore une fois, il suffit de regarder ses buts de passage VA pour comprendre que ce joueur était une belle trouvaille. On peut regretter de ne pas l'avoir trouvé plus tôt. Si on l'avait eu plus tôt à la place d'Anthony Le Tallec, par exemple, on ne serait peut-être pas descendu. Et Waris, comme on en parlait un peu avant l'émission, la saison du maintien, c'est peut-être la saison où on a le plus vibré, enfin la saison de la descente, pardon. Ouais. C'est peut-être la saison où on a le plus vibré, les matchs à domicile où Waris nous fait des dingueries, c'était incroyable. Contre Nice surtout, moi c'est contre Nice surtout. Ouais, le petit crochet à la 89e là. Mais c'est parce qu'on a on a l'impression d'un contre-la-montre en fait quand Waris arrive. On se dit on a tant de points à prendre et en aussi peu de matchs. On essaye, au final ça ne réussit pas. Et je pense que ça causait l'excitation de tout le monde. Moi j'ai un souvenir de la plus grande clean de ma vie, c'est quand on va s'imposer à Evian grâce à lui, grâce à un but de Waris 0-1. Et 2 semaines après, le fameux match 3-2 contre Ajaccio, où là c'était... Oh oui. Et pour la petite histoire, Waris loupe un face-à-face qui aurait pu faire 3-1 et du coup toujours 2-1 et on perd 3-2. Voilà. Ouais, sans lui on aurait fini à 21 points à la fin de la saison. Oui, tu vois. C'est vrai.
On lui pardonne. Et donc, d'un autre côté, pour Pujol, on a qui? Je ne sais plus. On a Valentin. Oui, alors, bah, si je devais donner juste un argument, un seul, ce serait sa frappe avec le Gazélec. Ah oui, forcément. Qui nous permet de nous maintenir. Non, mais à part ça, c'est quand même un joueur exceptionnel. Il nous fait une saison en 2010-2011 à 17 buts. Il met quand même avec déjà 54 buts en 201 matchs. Il a joué pendant 7-8 ans à Valenciennes. Franchement, c'était un super joueur aussi qui se battait pour le maillot, qui aime beaucoup la région. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a ouvert un restaurant à Valenciennes juste après. Et du coup, voilà, moi personnellement, j'adorais ce joueur. Il marquait, il était vraiment décisif. Et c'est ça que je veux pour lui. Et donc, c'est ça qui est beau avec Pujol, c'est qu'au final, il a fait sa vie à Valenciennes alors qu'il n'est pas du tout d'ici et qu'il a fait plusieurs clubs pour des clubs. Il venait de Nantes à la base. Le climat. Ouais, il vient de Nantes. Et puis, à Nantes et ouais. Après, il est toujours pas, hein, qui joue encore à Saint-Amand. Ouais, c'est ça. Et puis il habitait en Corse et tout. Il a préféré vivre à Valenciennes, donc respect à lui et ouais. On va dévoiler les résultats, mais bon, pas beaucoup de suspense. Ouais, pas trop de suspense. Ouais, c'est ça. Tu confirmes. Donc le gagnant, c'est Grégory Pujol avec 71,8%. Majid Waris, malgré son prêt de 6 mois, est quand même bien resté dans les esprits. Hein. Il arrive presque à 20%, 18,5%. Tandis que Nuno da Costa et le Talek nous font un minable 5,2 et 4,5%. Les années Ligue 2 sont pas marquantes, hein, ça se voit. Bah ouais, c'est ça. En fait, c'est ça que tu remarques, c'est que les gens suivaient moins le football quand on était en Ligue 2 et en même temps on jouait tout le temps à la 17ème place depuis 6 ans. Donc, Ouais. ça aide pas. Et donc, pour ceux qui ont voté dans notre sondage, vous savez qu'on vous a aussi demandé pour l'entraîneur et le président de la décennie. Donc là, comme on est un peu en retard, on va pas faire le plaidoyer, on va juste on va juste citer les nommés et donner le gagnant. Maxence, si tu peux nous rappeler Donc les entraîneurs, il me semble. Les entraîneurs, les nommés sont simplement Réginald Ray, Philippe Montagnier, Daniel Sanchez et Farouk Hadjibejic. Donc je pense que sans suspense, l'équipe qui était surnommée le Barça du Nord par cet entraîneur est Philippe Montagnier. 57,6% pour Philippe Montagnier, Farouk Hadjibejic 24,1%, tandis que Réginald Ray 3,9% et Daniel Sanchez 14,4%. Et pour le président. Et pour le président, donc les nommés étaient le fameux Cédric Ziziek. On pensait déjà à l'avenir. Son père Palpatine, qui est Ziziek. Notez quand même que le fils a fait plus que le père. Ouais. Ok, Ziziek, on a Francis de Courrières et Jean-Raymond Legrand. C'est sûrement pour ça. Et donc j'annonce le gagnant tout de suite. De toute façon, voilà. Donc c'est Francis de Courrières avec 52,5, Jean-Raymond Legrand à 40,2, Cédric Ziziek à 4,1 et Ziziek à 3,2. Donc nice. Et donc Maxence, si tu peux nous mettre le visuel avec l'entièreté du 11 de légende, qu'on puisse bien se rendre compte. Donc voilà, le 11 de légende est donc composé de Damien Perkis, une charnière Abdelhamid Bizevac et sur les côtés Rudy Mater, Gaëtan Bong. En milieu défensif, José Saez, Carlos Sanchez. Et le coacheur d'attaque est composé de Gaël Danic, Sébastien Roudet, Johan Odel et Grégory Pujol. Et donc maintenant, on va passer à ce pourquoi, à mon avis, vous êtes venus en nombre, le Ballon d'Or, qui est le meilleur joueur de la décennie 2010-2020. Donc, point d'organisation, on a donc compté vos 465 votes que vous avez envoyés avec le document Google Form. Donc, déjà, merci à vous pour avoir répondu aussi nombreux à l'appel. C'est énorme. Oui. Ouais, c'est vraiment énorme. Aussi, à savoir que malheureusement, 60 personnes ont voté pour Steve Savidan. C'est un peu dommage, vu que Steve Savidan est parti en 2008. Du coup, c'est un peu compliqué de le mettre dans l'équipe type 2010-2020, mais c'est pas grave. On aurait dû le préciser, c'est notre faute, mais à coup pas. Et donc, Maxence, si tu peux nous mettre le visuel des 5 finalistes qu'on vous a proposés. Donc les 5 finalistes pour lesquels vous avez voté sont simplement José Saez, Rudy Mater, Damien Perkis, Sébastien Roudet et Grégory Pujol. Une belle brochette. On voit encore un peu la nostalgie de l'époque Ligue 1, parce qu'on a, on va dire, 4 joueurs qui ont marqué les années Lingesser en Ligue 1. Et on a on va dire l'intrus, le Damien Perkis en plein milieu. Donc on va pas répéter ce qu'on a déjà dit dans les débats pour le 11 de légende, on va directement passer au résultat. Et donc Maxence, je te laisse annoncer qui a terminé 5e de ce classement. Le suspense. Le joueur qui a terminé à la 5e place de votre Ballon d'Or est José Saez
José Saez. Donc félicitations à lui, hein, top 5. À préciser, parce que c'est moi qui me suis tapé la lecture des 465 votes, que Gaël Danic arrive 6ème avec seulement un vote de moins, à 19 votes. Donc Gaël Danic n'est pas passé loin du top 5, mais c'est Saez qui est dans le top 5. Et moi je trouve ça, enfin je sais pas vous, mais je trouve ça logique parce que c'est un joueur qui a marqué le club. Ouais. Qui non plus, c'est pas, les performances sportives n'étaient pas non plus exceptionnelles. Donc, ça me semble être une passe logique. On a tous un rapport particulier avec Saez parce que voilà, c'est le joueur qui représente Valenciennes par excellence, quoi. C'est ça. Ouais. Faut pas oublier qu'il était pas mal bâché quand même avant son but contre Marseille. Enfin, c'est une saison difficile. Et son but a tout changé, son but. Je pense ouais, ça devient là l'amour qu'on a pour lui, je pense. Et moi, je voulais faire un petit hommage à Dani qui méritait pour moi sa place dans le top 5 parce que son départ coïncide avec la relégation, comme pour Sanchez, et c'est un joueur d'une énorme qualité. Et donc, on va passer à la 4e position qui, là, je dois avouer, pour moi, a été une surprise de retrouver cette personne si basse dans le classement. Pour moi aussi. Je te laisse annoncer. La 4e position est attribuée à Rudy Mater. Avec 28 votes. Une surprise, parce que quand on a posté le visuel des 5 finalistes hier, sur Facebook, j'avais plein de commentaires Mater. Je me disais, mais vous étiez où quand il fallait remplir le Google Form? Parce que seulement 28 votes pour Rudy Mater, j'avoue que surprenant. Je sais pas ce que vous en avez pensé, vous. Parce que pour moi, Mater méritait mieux. Il méritait le podium. Ouais, pour moi, je pensais qu'il allait être sur le podium. Maintenant, c'est la loi de la démocratie. Fallait être là au moment du vote. Voilà, c'est le vote. C'est que les années 2010 coïncident avec sa baisse de forme. Ouais, c'est vrai. Oui et ouais, non, aussi. Oui et non, parce que faut pas oublier que Mater à l'époque était, si je me trompe pas, a été élu capitaine par Montagnier après une blessure de Bisevac ou son départ, je sais plus. Donc il restait quand même dans les joueurs importants de l'équipe à l'époque. Ouais. Non, mais c'est vrai qu'il est trop bas. Ouais, c'est vrai. Il incarnait bien, donc c'est un peu dommage qu'il soit aussi bas que ça. Ça, il est emblématique. Le podium aurait été mérité. Sinon, je note que vous êtes encore 45 personnes sur le live. Merci à vous. On a fait une petite moyenne à Merci 45. à tous, oui. On s'attendait à être 10, on est 45. Franchement, c'est bien. Et donc, pour les 46 personnes qui sont déjà là depuis 1h20, on va vous présenter qui est arrivé sur la 3e place du podium. Donc, le ballon de bronze, entre guillemets, est attribué à Damien Perkis. Damien Perkis avec 37 votes. Donc, même si c'est les années Ligue 2, il vous a quand même plutôt bien marqué. 37 votes, c'est clairement pas négligeable. Bah, en vrai, vous le connaissez comme étant l'aficionado de Damien Perkis, mais je trouve que la 3e place, c'est sa place. Il méritait d'être sur le podium pour tout ce qu'il a fait de manière humainement déjà, et aussi pour tout ce qu'il a fait d'un point de vue sportif. Après, oui, je suis pas fanatique au point de penser qu'il méritait la 1re place, mais ouais, 3e place, c'est mérité. Moi, je l'aurais inversé avec Rudy Mater. Ouais, moi je l'aurais inversé avec Rudy parce que même grâce à Damien, on est encore pro. Enfin, il n'y a pas que lui, mais en grande partie. Mais ouais, Rudy, c'est quand même l'enfant de VA, donc il y a le petit truc en plus. Mais bon, c'est 5 très bons joueurs, donc quoi qu'il arrive, il le mérite d'être là. En tout cas, il fallait qu'il y ait un joueur de Ligue 2 quand même dans ce top 5, parce que sinon ça aurait été quand même assez bizarre vu qu'on a passé plus d'années en Ligue 2 qu'en Ligue 1 sur cette décennie. Et après cette surexposition des joueurs de Ligue 1, elle s'explique aussi par le fait qu'en Ligue 2, sous une certaine présidence, qui est toujours celle qui est en place aujourd'hui, j'essaye de m'en sortir. Les équipes changent trop rapidement par rapport à avant. On pouvait garder nos joueurs 5-6 saisons, des joueurs comme Sanchez, Danic, etc. Après, Baïsi le fait justement remarquer dans le chat, Roudet, c'est aussi la Ligue 2. Ouais, c'est vrai. Ouais. Son passage sur la décennie, c'est Ligue 2. Donc, ouais, c'est vrai. Donc, Maxence, je te laisse nous rappeler qui sont les 2 finalistes. Donc, les 2 finalistes sont tout simplement Grégory Pujol et Sébastien Roudet. Donc, un tableau final assez intéressant quand même. Donc, je vous laisse faire vos pronostics. Là, pour le coup, je vais vous demander à chacun pour qui vous auriez voté rapidement. Larry, tu aurais voté pour qui entre Perkis et entre Pujol et Roudet, pardon. C'est difficile, ce que tu me demandes. Je vais dire Pujol. Florent. Difficile aussi. Il y en a un qui m'a fait pleurer quand
parti l'été dernier, mais Greg Pujol quand même. Julien? Ouais, avec Pujol aussi, parce que bon, Roudet, on retient ses 2 passages, mais il n'y a que le deuxième qui compte sur cette décennie, donc Pujol. Marceau? Bah, c'est vrai que c'est pas facile, mais ouais. Sébastien Roudet, parce que voilà, c'est Captain Roudet, présent en Ligue 2 pour nous aider, pour nous sauver. Maxence? Bah moi je vais du côté de Marceau, puisque je pense que les années les plus difficiles on les a vécues avec Sébastien Roudet, donc on a forcément un peu plus d'attachement avec lui qu'avec Grégory Pujol. Avec tout l'amour que j'ai pour Grégory Pujol, hein, c'est un joueur fantastique. Mais ces dernières années on les a vécues avec Sébastien Roudet, donc je vais dire Sébastien Roudet. Et enfin Valentin? Moi, je vais dire Greg Pujol, parce qu'il m'a ébloui quand il était là. Donc Maxence, je te laisse l'incommensurable honneur d'annoncer le grand gagnant du Ballon d'Or 2010-2020. Est-ce que vous êtes prêts? Ah, moi je suis prêt. Enfin, je connais le résultat, mais ouais. La deuxième place, le ballon d'argent, est aussi brillant que son crâne, c'est Sébastien Roudet, le deuxième, capitaine Roudet, avec 68 votes, donc il a fait une très belle performance. Et donc du coup, ben, je vous laisse deviner qui est à la première position. Ah, je sais pas. Hein. Puisque Ah, le bon, ballon d'or 2010-2020, élu par la Ningesphère, par vous les fans de la Ningesphère, par vous les fans du VFC, Grégory Pujol avec 103 votes. Ranmaré, il a quasiment fait 2 fois plus que le deuxième. C'est exactement ça. C'est assez mérité, hein. C'est assez mérité, Grégory Pujol, il n'y a rien de choquant de le voir à la première place, c'est pas comme si c'était Aurélien Kitsou. Djuric, il est où Djuric? Et déjà, rien que pour son passage à l'ancienne, il méritait, mais pour son passage au Gazalec, c'était on ne peut plus mériter. C'est vrai. Pour sa frappe de dégage, Il nous maintient en Ligue 2. De la plus belle des manières. Pour une fois qu'il marquait pas, c'était pour la bonne cause. Et puis sa réaction après la frappe, elle voulait tout l'or du monde. Oh Ah, merde ouais, alors. Oh Oh, merde, merde. c'est Ah, con ah, ça. Ça fait chier. Oh, merde. Oh, Restaurateur, acteur, il fait tout. Hein. L'homme le plus complet. Et du coup, Valenciennes Fan nous demande si on devait donner un ballon de plomb. Moi, personnellement, ce serait Dosevi. Vous le dites tout de suite. Oh ouais, mais toi, t'es pas objectif sur ce coup-là. Ouais, là, non. Là t'abuses, il y a eu bien des pires joueurs que Mathieu de Séville au VFC quand même. Bah, moi, je pense qu'on peut juste dire Baebek, par exemple, pour le niveau de jeu, et en plus, bah, ses réactions hors terrain, avec l'altercation avec les supporters. Bon, il y a Sylvia aussi, hein. Pas mal dans le genre. Ah, Slidja, Non, non, Slidja, il non. est con, Je suis pas et d'accord. Il a perdu un match 2 quand même. Hein, avec Slidja a Mbanyama. fait Ouais, quand même une c'est vrai, saison c'est incroyable. vrai. Contre le C'est vrai, Gazalec. c'est vrai, c'est vrai. On t'aime, Pierrot. Pierrot, on sait que tu nous écoutes. Fernando Sucre, on pense à toi, Pierrot. Ah, moi, Et la télé, Quand tu veux. moi, j'adore j'adorais Pierre Slidja en tant que joueur de foot, je le trouvais vraiment monstrueux. C'est dommage que ça finisse comme ça. Ouais, mais bon, C'est vraiment il peut dommage pas parce que grand-chose. il y avait du talent. Et Après, c'est loin ouais, d'être le joueur du centre qui avait le moins de potentiel. Sinon, Baebek en Ligue 1 et en Ligue 2, je dirais peut-être à Brielle. Je sais pas pourquoi, mais à Brielle.